avec le CIEP du MOC, avec Change le Monde, avec le Centre culturel du Beau-Canton et Radio Sud. Et voilà, justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé vous expliquer l'organisation technique de la soirée. Radio Sud est là, il va nous enregistrer. L'enregistrement sera écoutable en ligne sur leur site internet. On a décidé de faire 4 soirées de réflexion sur cette question de l'extractivisme minier, parce que ça le vaut bien, hein, finalement. C'est un sujet qui est assez complexe selon le point de vue d'où on le regarde, qu'il soit du niveau local, qu'il soit du niveau international, ou qu'il soit du niveau économique, ou du niveau environnemental, ou du niveau social. Et donc on a envie d'essayer de brasser large ce sujet. On voulait filmer aussi, et ça c'est peut-être pour plus tard, pour en faire un outil pédagogique, parce que finalement c'est quand même un sujet qui mérite d'être abordé et discuté avec toutes les générations, vu les impacts sociaux, environnementaux, économiques que cette industrie génère. On va faire aussi des photos. Alors si vous ne voulez pas être sur des photos, il faut le dire. Est-ce que quelqu'un ne veut pas être sur une photo? Et comme ça, monsieur le photographe, mais tout va bien. Ok. Alors vous avez aussi sur vos tables des post-it de couleur. Ça c'est à utiliser selon votre envie. Il va y avoir des moments d'échange où chacune peut prendre la parole, mais aussi de manière organisée. Après, bon, il y a un micro. Vous devrez aussi utiliser le micro, même s'il ne fonctionne pas à l'oreille, il sert à l'enregistrement. Et donc ça veut dire que si vous avez envie de prendre la parole, vous faites un petit geste et moi-même et mes collègues, on peut bouger et vous donner la parole avec le micro. Sans micro, on ne parle pas. Ça, c'est la règle. Et alors, les post-it, c'est aussi, parfois on n'aime pas trop s'exprimer en public et en même temps, on a envie de dire des choses. Il y a 3 couleurs de post-it. Il y a une couleur qui est celle-ci, la jaune, où on vous propose de mettre vos questions par rapport au sujet. Tiens, qu'est-ce qui me questionne finalement? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Il y a une deuxième couleur qui est le bleu. Et là, c'est plutôt pendant qu'il va y avoir l'expression, les échanges, les discussions, les informations. Qu'est-ce que ça me fait ressentir, tout ça? Quelles sont mes émotions par rapport à ce sujet? Et puis, peut-être qu'en fin de soirée, et peut-être aussi tout au long, il y a des choses que vous voudriez retenir. Qu'est-ce que je retiens de cette soirée? Alors, Jonathan et Simon, qui travaillent tous les deux au CIEP, vont de temps en temps circuler sur les tables et vous pourrez leur donner vos post-it sur les tables, ou sous les tables, ou à côté, ou entre les tables. Après, on va faire un tableau avec tout ce qui ressort ici. Et de temps en temps, on pourra aussi dire ce qui est écrit sur vos post-it. Voilà. Tout va bien jusqu'ici? OK. Alors, on commence. Merci Nicolas Van Nuffel d'être venu jusqu'au fin fond du sud du sillon Sambre-et-Meuse en transport en commun. Nicolas Van Nuffel, qui est chargé de plaidoyer, qui est responsable du service plaidoyer au CNCD 11-11-11 et que vous voyez aussi certainement dans les médias parce qu'il est le président de la coalition climat. Et donc, il faut savoir que c'était une grosse journée pour Nicolas qui était avec les agriculteurs, avec la FUGEA, avec tous les autres mouvements syndicaux, place de Luxembourg, aujourd'hui. Et tu es là aujourd'hui, donc merci. Hein. Franchement, se battre pour un monde juste, durable, du point de vue social et environnemental et économique aussi, ça te fait des longues journées. Mais merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, l'extractivisme minier. On pense en connaître les usages, quoique, vraiment, est-ce qu'on connaît tous les usages de cette industrie qui va chercher des ressources fossiles dans la terre? À quoi sert cette industrie et qui en bénéficie? Nous avons tous en tête des images de gros bazars où toute vie animale et végétale a disparu.
Sont-elles partout comme ça, ces mines? Est-ce qu'on a aussi des images d'enfants qui y travaillent? Et on nous dit souvent que ces enfants-là, ils travaillent pour nos téléphones portables. Des adultes aussi y travaillent. Est-ce vraiment sans aucune protection sociale? Et est-ce que ça se passe vraiment dans ces pays lointains que l'on dit pauvres ou appauvris? Ou est-ce qu'il y a aussi des mines en Europe? Et s'il y en a en Europe, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi de nouveau des mines en région wallonne? Parce qu'ici, on n'en voit plus beaucoup, des mines. On voit des images peut-être en Allemagne, en Roumanie, mais en région wallonne, en Belgique. Des questions comme ça, il y en a beaucoup. Et je suis certaine aussi que dans cette salle, il y a beaucoup de savoir déjà. Et donc, l'idée de ce moment à partager ensemble, c'est vraiment, avec l'accompagnement de Nicolas, de nous éveiller davantage sur cette question-là. Finalement, est-ce que non, c'est pas celui-là? Non. Finalement, à quoi ça sert tout ça? Ok, il y a une industrie qui est mondialisée. À quoi ça sert les mines? Alors, ça c'est la question, c'est la première question qu'on voudrait se poser, mais peut-être que vous déjà, en venant à cette première soirée, vous avez déjà des questions. Et moi, ce que je vous invite à faire, peut-être pour démarrer, c'est aussi de me dire, de nous dire si vous avez une question qui vous tient à cœur. Est-ce que quelqu'un a envie déjà de dire quelque chose? Pourquoi être venu ce soir, un jeudi soir, à 20h à Florenville, passer une soirée pour réfléchir à l'extraction minière? Alors, je passe près de vous comme ça. Hein. Si quelqu'un a envie de dire quelque chose pour lancer le sujet, c'est toujours dur. Pourquoi être venu aujourd'hui? D'ailleurs, j'arrive près de ces jeunes qui sont là aujourd'hui. Merci au professeur de Sainte-Anne d'avoir permis à des jeunes qui étudient l'économie, qui sont en 5e et en 6e secondaire, de venir nous rejoindre. J'imagine aussi que si vous êtes là en dehors de vos heures scolaires, c'est que vous avez des questions. Il ne faut pas hésiter. Dites-nous. Il n'y a personne qui a envie de dire quelque chose? Ah. Alors... Je suis là parce que je trouve que c'est très inquiétant la façon dont on use et abuse des ressources de la terre et que voilà, et ça en fait partie. Donc, et que ça commence à se faire à très grande échelle et c'est encore plus inquiétant, d'autant plus des gens souhaitent même aller faire de l'extraction minière dans les océans. Voilà. Donc, je trouve ça inquiétant et je suis là pour en savoir plus. Tu as entendu, Nicolas, déjà? Oui? Est-ce que quelqu'un d'autre? Moi, je suis là parce que je pense un peu comme tout le monde, je furette sur le net et j'ai entendu Aurore Stéphan, qui est apparemment spécialiste des mines, dire qu'il faut arrêter de faire croire aux enfants que toute leur vie, ils auront des écrans. Que dans l'état actuel des ressources et de la façon dont c'est exploité, des accidents, etc., c'est pas possible. Donc voilà, j'aimerais bien entendre un autre point de vue, voir si elle est dans le bon ou si elle se trompe, quoi. Merci. Bien, moi aussi, j'ai entendu la conférence d'Aurore Stéphan et je me pose les mêmes questions. Surtout quand elle explique, entre autres, que donc, pour faire la transition vers des énergies non fossiles, notamment pour les voitures électriques, il faudrait multiplier l'extraction de lithium par 20, de cuivre par 5. Et donc dans ces conférences, elle explique que c'est totalement impossible. Donc je voudrais savoir ce qu'il en est. Voilà. Aurore Stéphan, on a voulu l'inviter, mais... elle a un agenda de plus d'1 an. Mais un jour, on l'aura peut-être. Un jour. Bonsoir. Moi, je suis là parce que je me pose beaucoup de questions sur les arbitrages et les rapports de force en société démocratique entre des intérêts industriels et économiques face aux envies des citoyens, etc. et de la manière dont
leur sont imposées parfois des transformations qui vont beaucoup plus vite que leur volonté. Et quelle place il y a au pouvoir citoyen dans ces décisions d'échelle mondiale, en effet, comme vous avez dit. Merci. Super déjà. Inquiétude. Objectiver l'information. Est-ce qu'on va vivre toute sa vie avec encore plus d'extraction minière ou est-ce qu'à un moment donné, tout ça va s'arrêter? Et si ça doit s'arrêter, finalement, comment le citoyen va pouvoir s'y retrouver? Est-ce que ça ne va pas, moi je l'entends comme ça, entraîner des mouvements sociaux qui vont aller contre une transition qui va nous être pourtant imposée? C'est un peu tout ça. Hein, voilà, donc est-ce que avec ça, Nicolas, tu as envie de nous raconter quelque chose? Bonsoir, je suis ravi d'être là. Corinne m'a présenté, hein, je travaille depuis un peu plus de 15 ans maintenant au CNCD 11-11-11, où je coordonne une équipe d'une quinzaine de personnes dont le cœur du boulot, c'est de faire pression sur les responsables politiques pour un monde plus juste et plus durable. Et donc, tu l'as dit Corinne, on voit souvent ma tête quand il s'agit de parler de climat, mais en fait, plus large que ça, on travaille avec Corinne, avec nos collègues. On travaille sur les migrations, on travaille sur la justice fiscale, on travaille sur le commerce international, on travaille pour la souveraineté alimentaire, etc. Ce qui fait en effet parfois des longues journées, mais qui fait des journées passionnantes. Et alors, vous disiez que j'étais venu en train, en effet, mais à mon avis, j'ai été plus vite que ceux qui étaient en voiture, parce que les agriculteurs sont retournés bloquer les autoroutes après avoir bloqué Bruxelles. Donc, c'était très chouette de venir en train. Alors, je vais tenter de vous donner quelques éléments vraiment sur le mode d'une introduction, puisque le but de cette soirée-ci, c'est de vous donner un avant-goût de ce qui va suivre et sûrement pas d'épuiser le sujet. Je trouve ça vraiment intéressant, l'idée qu'il y ait un cycle de soirées où vous allez pouvoir rentrer pour les plus acharnés d'entre vous qui viendront à toutes les soirées dans différentes questions qui se posent. Ici, je vais essayer d'entamer les choses, donner un apéritif avec quelques premiers éléments, avec en effet d'abord cette première question de où sont les minerais? Et la réponse, c'est qu'ils sont partout. Vraiment partout dans nos vies. Alors j'ai pris un exemple ici, on pourrait en prendre plein d'autres. En fait, au fur et à mesure que nos sociétés sont devenues complexes, au fur et à mesure de l'industrialisation, au fur et à mesure des découvertes, on a de plus en plus créé des composants, notamment avec les métaux, extrêmement complexes et qui vont allier les avantages de tel métal qui est un très bon conducteur, de tel autre métal qui va servir d'isolant, de tel autre encore qui arrive à emmagasiner l'énergie, etc. Et le smartphone, c'est le symbole de ça. Si vous regardez, alors c'est sans doute un peu petit pour les gens qui sont derrière, mais si vous regardez un smartphone, vous avez pas loin d'une vingtaine d'éléments chimiques, de métaux, qui sont présents dans le smartphone, avec des rôles différents. Alors, je ne suis pas un super expert de l'électronique, mais ce qu'on voit, alors ce qui est très présent dans le smartphone, c'est le cuivre, hein, parce que vous savez que le cuivre est un très bon conducteur. On s'en sert beaucoup pour tout ce qui est microélectronique. Il y a le terbium qui sert de condensateur, dans le silicium qui sert dans votre puce électronique, etc. etc. Je ne vais pas vous détailler métal par métal. Il faudrait pour ça, avoir beaucoup de temps, être plus compétent que moi, à mon avis, sur le détail de chacun de ces éléments. Mais le smartphone que je vous donne comme exemple, ce n'est qu'un des très nombreux exemples. Dans votre voiture, vous avez plein d'éléments. Et plus on a complexifié l'électronique, c'est vraiment l'endroit où on en trouve le plus, plus on a complexifié l'électronique, plus on a été chercher des métaux qui sont parfois, je vais y venir dans un instant, en très petite quantité, mais qui jouent un rôle absolument essentiel. Je dis, dans votre smartphone par exemple, vous avez une vingtaine de métaux. Il y en a qui sont présents à moins d'un demi% de la composition du smartphone. En attendant, sans ces éléments-là, ça ne fonctionne pas. C'est le premier élément sur lequel je voulais insister. Alors, comme je le disais, c'est parfois dans des toutes petites quantités, parce que là, vous aviez la liste
des éléments. Mais si vous regardez la composition d'un smartphone, en fait, la moitié de votre smartphone, c'est du plastique. Alors, c'est aussi de l'extractivisme, hein, puisque le plastique, c'est quoi? C'est du pétrole. Mais évidemment, il s'extrait différemment de l'extractivisme minier. Ici, on va pas, comme vous le savez, on ne va pas chercher le pétrole dans des mines. On peut d'ailleurs poser la question sur le cycle que vous abordez ici. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'extractivisme minier, on pense d'abord aux métaux, qui sont ce qu'on va le plus chercher, mais n'oublions pas que nous avons une vieille histoire dans notre pays d'un autre type d'extractivisme, qui est l'extractivisme du charbon, et que ce charbon, on continue à l'extraire massivement. On n'en utilise plus beaucoup chez nous, mais on en utilise encore massivement, y compris dans certains pays d'Europe, hein, comme la Pologne et même l'Allemagne. Et puis l'Inde, la Chine sont des pays où on extrait encore beaucoup de charbon. Mais donc, en gros, la moitié de votre smartphone, c'est du plastique et l'autre moitié, c'est du métal. Pour résumer, il y a quand même 15% qui sont plutôt du verre et de la céramique. Ça fait 65, donc vous avez environ un tiers de votre smartphone, c'est différents métaux. 15% c'est du cuivre et une vingtaine de pourcents c'est une multiplication d'un tas de métaux différents, avec notamment certains dont on parle le plus dans les médias et sur lesquels je vais revenir à cause des conditions d'exploitation. Le lithium, qui vient principalement d'Amérique latine, mais qui pourrait revenir d'Europe dans les années à venir, parce qu'on sait qu'il y a des réserves de lithium en Europe. Le cobalt, qui vient principalement d'Afrique centrale, je vais aussi y revenir, etc. Et ça a fait partie des questions, je ne sais plus qui a pointé ça, la transition vers une société à bas carbone, la transition climatique, elle va nécessiter une utilisation importante de métaux. Donc on va sortir de 2 siècles du charbon et du pétrole, et on est en train d'entrer à grande vitesse dans un siècle des métaux. Avec cette question que vous avez posée, qui est: est-ce qu'on va avoir les métaux suffisants pour remplacer l'ensemble de ce qu'on a comme objet qui fonctionne au pétrole, au charbon, au gaz, par de l'électrique. Et donc l'électrification de notre énergie va entraîner qu'on va utiliser beaucoup de métaux. Et là, je peux déjà vous donner un premier élément. Non, il n'y a pas assez de métaux. En tout cas, il n'y a pas assez de métaux si on ne change pas nos comportements. Je viendrai après sur les changements de comportement, mais pour vous donner un exemple très concret, c'est le passage de la voiture thermique, la voiture à essence ou au diesel, à la voiture électrique. Si on veut résoudre le problème climatique, nous n'avons d'autre choix, même si ce n'est pas facile, que d'en finir avec les voitures à l'essence et au diesel, parce que tant qu'on utilisera de l'essence et du diesel, on enverra du CO2 dans l'atmosphère. On n'a pas encore trouvé la technologie miracle qui permet qu'une voiture à combustion capture le CO2 et le remette dans la nature. Problème. Au-delà on peut parler du prix de la Tesla, j'y viendrai dans un instant, mais au-delà de ça, on n'a pas les métaux pour remplacer l'ensemble des voitures à essence d'aujourd'hui par des voitures électriques. Donc, ce qu'il va rester comme voiture va devoir progressivement devenir de la voiture électrique, mais il va falloir moins de voitures. Pour vous donner un chiffre, il y a des scénarios qui ont été faits de la transition climatique en Belgique. Et alors, c'est des ingénieurs qui font des scénarios qui vont de celui qui pousse le plus sur la technologie à celui qui pousse le plus sur le changement de comportement. Même le scénario le plus poussé sur la technologie, où on essaie de changer le moins possible la façon dont on vit aujourd'hui, d'après les calculs, il divise par 3 le nombre de voitures qu'on a en Belgique entre aujourd'hui et 2050. Donc en une génération, on va devoir diviser par 3 le nombre de voitures qu'on a au total en Belgique. Et les voitures qui resteront, elles devront utiliser ces métaux parce qu'il faudra que ça soit des voitures électriques. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? De nouveau, ça va traverser ma présentation, mais on le fait à travers des alternatives, à travers des changements de comportement. On sait que l'un des problèmes
sur la voiture, mais sur aussi un tas d'outils que nous utilisons tous les jours, que nous utilisons, mais justement pas tous les jours. Une des solutions, je vais y revenir, c'est le partage. Et donc en termes de véhicules, pour vous donner un chiffre assez hallucinant, en permanence dans le monde, il n'y a que 2 à 3% des voitures qui circulent. Vous ajoutez 2 à 3% des voitures qui sont en train de chercher à se garer, 5% des voitures qui sont coincées dans les embouteillages, le reste, elles sont à l'arrêt. Et donc, la logique de la voiture individuelle, qui entraîne une énorme consommation de métaux pour une utilisation qui finalement va se limiter à 2 à 3% du temps pour vraiment se déplacer, fait partie des choses qu'on va devoir questionner à l'avenir si on veut trouver des solutions. Alors, évidemment, on est dans des réalités différentes selon qu'on est à Bruxelles, où j'habite, et où il y a un vaste réseau de transport en commun qui permet globalement de se passer de la voiture tant qu'on est dans la ville, et quand on est à Florenville, et quand on est en plus dans des villages éloignés même d'agglomérations comme Florenville. Mais donc, il va falloir qu'on réfléchisse sur les 25 ans qui viennent à des alternatives qui entraînent et des changements de comportement et des changements technologiques. Et ce que vous voyez ici, c'est les augmentations de la demande dans différents types de métaux liés à la transition. Et donc, ça passe... alors ici, je pense, si je ne me trompe pas, c'est uniquement pour la production d'énergie. Donc, ce dont je vous ai parlé, c'est les changements sur les voitures. Mais même chose, si on veut remplacer les centrales à charbon, les centrales à pétrole ou les centrales à gaz par des éoliennes et pas des panneaux photovoltaïques, c'est la même chose. Ça nécessite pas mal d'utilisation de métaux divers, du graphite, du lithium, du cobalt, etc. Alors le problème, et ça répond à une des questions qui a été posée, c'est qu'il y a toute une série de ces minerais qui sont en voie d'épuisement déjà aujourd'hui. Si vous regardez les épuisements de stock, on voit que déjà dans la décennie qui vient, s'il n'y a pas des adaptations nécessaires, certains minerais sont menacés. Je vais vous montrer un autre graphique encore. Voilà, ici vous avez, ça vous rappellera vos cours de chimie, un beau tableau de Mendeleïev avec des couleurs. Ce que vous voyez en vert, c'est les éléments chimiques qui sont vraiment abondants et pour lesquels on n'a pas trop de questions à se poser, qu'on va pouvoir exploiter vraiment dans la durée. C'est par exemple l'hydrogène, c'est le carbone, c'est l'oxygène, c'est le calcium, etc. Et puis, vous avez en jaune une série d'éléments dont les ressources sont limitées, mais où on ne fait pas face à une menace de très court terme, quoi, où on sait qu'avec les ressources connues aujourd'hui, on va quand même encore pouvoir les utiliser pendant un temps. On voit par exemple le bore, le sélénium, le lithium, le cuivre, etc. Et puis, là où vous voyez les cases bicolores, c'est là où, avec l'augmentation des usages, on a une menace qui est de plus en plus grande. Pour vous prendre un exemple, le terbium qui est là-bas dans l'avant-dernière ligne, qui se trouve dans tous nos smartphones. Il y a des ressources qui ne sont pas énormes et surtout, il y a une demande qui est en train d'exploser. Et donc là, on fait face à des limites. Et puis, vous avez en rouge certaines ressources, comme le zinc, par exemple. Je rappelle que la Belgique, non pas la Belgique, la calamine, je ne sais pas si vous voyez où est la calamine. Donc la calamine, c'est une petite zone qui est restée pendant tout le 19e siècle, une zone neutre qui ne faisait partie ni des Pays-Bas, ni de la Prusse, puis de l'Empire allemand, ni de la Belgique, parce que justement, au moment de l'indépendance de la Belgique, s'y trouvait la principale mine de zinc au monde, et que les 3 pays voulaient absolument avoir accès à ce zinc, et qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et c'est seulement après la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne que la Belgique a réclamé que la calamine soit rattachée à la Belgique. Donc l'accès aux ressources et l'accès aux mines, historiquement, c'est un vrai enjeu géopolitique, même
même pour notre pays. Ben, vous voyez que le zinc, aujourd'hui, la mine de la calamine, elle est aujourd'hui, depuis longtemps, elle a été fermée, mais le zinc, au niveau mondial, est en train de s'épuiser. Donc, premier grand risque qu'on doit souligner, c'est le risque d'épuisement de toutes ces ressources. Deuxième grand risque auquel on fait face, c'est notre gigantesque dépendance, évidemment, à toutes ces ressources-là. Nous, Europe, qui a sur son sol très peu de ces ressources. Alors, il y en a, vous voyez que certaines ressources sont très présentes. Alors, je vais devoir me rapprocher pour arriver à lire. Mais par exemple, le gallium, le premier pays producteur au monde, qui fait 35% de la production, c'est l'Allemagne. Donc, au moins là, nos voisins en ont. L'indium, par exemple, est très présent en France. Mais en dehors de ça, les minerais qui sont le plus utilisés, ils sont fortement présents où? En Afrique, et notamment la République démocratique du Congo, et vous aurez l'occasion dans les prochaines soirées de reparler de la République démocratique du Congo, qui est notamment de très loin le premier producteur de cobalt au monde, 68% du cobalt qui se trouve aujourd'hui dans toute notre électronique, qui se trouve dans les nouvelles voitures, etc., 68% vient de RDC. Une zone. Une autre zone, c'est l'Amérique latine. Alors là, notamment le lithium, qui lui sert beaucoup dans les batteries. Or, on sait de nouveau que si on veut électrifier, on va avoir besoin de pouvoir avoir des batteries. Mais donc le lithium, il vient principalement d'Amérique latine, Chili, Bolivie aussi. Et puis, il y a ce qu'on appelle les terres rares. Alors, les terres rares, c'est en fait des éléments chimiques qui ne sont en fait pas si rares que ça, mais qui sont rarement suffisamment concentrés pour pouvoir être exploités. Et ces terres rares, une énorme partie des ressources se trouve en Chine, et la Chine joue très fort de son monopole de ces terres rares et met des restrictions à l'exportation pour pouvoir garantir sa place dans l'économie mondiale. Donc, deuxième élément qu'on doit avoir en tête quand on parle du problème des ressources minières, c'est le fait que nous, consommateurs, consommatrices d'Europe, nous sommes, en utilisant autant de ressources minières, extrêmement dépendants du reste du monde et aussi de toutes les instabilités. Vous savez qu'on est quand même dans un monde très instable aujourd'hui. Eh bien, on voit qu'avec les conflits, on l'a vécu avec le pétrole et le gaz suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est des choses qui pourraient se reproduire à l'avenir. Les chaînes de production mondiale pourraient se retrouver bloquées à cause de grands conflits. Et donc, il y a un enjeu géopolitique énorme autour de l'accès aux ressources et une guerre pour l'accès aux ressources, guerre au sens imagé du terme à ce stade-ci, mais qui pourrait ne plus l'être à l'avenir. Et par exemple, l'Union européenne, elle a publié une initiative qui s'intitule l'Initiative pour les matières premières critiques, où elle a identifié 34 types de ressources sur lesquelles elle doit sécuriser son accès. Mais donc ça veut dire que pour garantir l'avenir de notre consommation, l'avenir de nos emplois, etc., on est bien en train de reproduire une logique de prédation pour se garantir l'accès aux ressources, qui est en fait, je rappelle, la raison première pour laquelle on a fait la colonisation de l'Amérique du Sud, enfin de l'Amérique, des Amériques en général, dans un premier temps, puis de l'Afrique et de l'Asie. C'était bien cette logique extractiviste qui était d'aller puiser un maximum de ressources dans ces régions du monde. Et l'inverse de ça, je vous parlais de notre dépendance vis-à-vis du reste du monde, mais l'inverse de ça, c'est l'énorme dépendance des pays extracteurs, des pays dans lesquels se trouvent ces mines, vis-à-vis de l'économie mondiale et vis-à-vis de notre consommation pour assurer leur bien-être. Et ça, c'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources en économie. On constate que les pays qui ont énormément de matières premières, que ça soit en noir et gris, c'est du pétrole et du gaz, dans les couleurs jaune, rouge, orange, là c'est plutôt des minerais. Ce qu'on appelle la malédiction des ressources, c'est qu'en fait, à quelques exceptions près, la Norvège est une exception, les pays qui sont très riches en ressources de leur sous-sol ont rarement dans l'histoire réussi à s'en servir pour créer du bien-être pour leur population. Et donc, l'énorme dépendance de quasiment
tous les pays africains à l'extraction soit de ressources énergétiques, pétrole, gaz, charbon, soit de ressources minières, comme c'est le cas pour la RDC, pour l'Afrique du Sud, etc., crée pour ces pays-là aussi une gigantesque dépendance qui empêche un développement économique et social basé sur la création d'emplois, sur le développement de l'agriculture, sur l'industrialisation, les services, etc. Pour vous donner un chiffre concret, les pays, ce qu'on appelle dans les langages internationaux, les pays à bas revenus, donc qui sont la catégorie des pays où le revenu moyen des habitants est le plus bas, eh bien ces pays-là, 76% de leurs exportations sont des matières premières. Donc ça veut dire que les entrées d'argent, les entrées de devises dans ces pays-là dépendent aux 3/4, et pour certains pays c'est même encore beaucoup plus, de l'extraction de ces matières premières. Donc première limite, ça s'épuise. Deuxième limite, ça crée une dépendance d'un côté comme de l'autre qui peut créer énormément de tensions au niveau international. Troisième problème, c'est évidemment l'environnement. Au nom du fait qu'il faut mettre fin au dérèglement climatique, et Dieu sait que c'est nécessaire, on va pousser à fond sur le curseur minier, mais souvent avec des conséquences sur l'environnement qui vont être énormes. Alors d'abord, il faut souligner que si on regarde rien que les gaz à effet de serre, mais l'extraction minière, en soi, est aussi source d'énormément de gaz à effet de serre. C'est un peu difficile de donner des chiffres précis parce que les études ne sont pas d'accord entre elles. Mais pour vous donner les chiffres que j'ai trouvés en préparant cette soirée, dans le monde entier, on émet chaque année environ 40 gigatonnes de gaz à effet de serre, équivalent CO2. 40 gigatonnes, ça veut dire 40 milliards de tonnes. L'extraction minière est évaluée, selon les études, je vais donner un chiffre, autour de 5 gigatonnes. Ça veut dire que ça veut dire que plus de 10% des émissions mondiales de CO2, c'est l'extraction minière. Donc, on utilise ces minerais pour éviter l'essence, le diesel, etc. Mais en fait, l'extraction elle-même, elle est émettrice de CO2. Ça ne veut pas dire que c'est inéluctable. On peut chercher des solutions. Mais c'est le premier problème. Et puis, il y a surtout tous les phénomènes de pollution locale. Ce que vous voyez là, c'est un barrage en Afrique du Sud. Le nom du barrage ne me revient plus, mais donc c'est un barrage en Afrique du Sud qui est juste à côté d'une mine et dont l'eau a été tellement acidifiée que toute la vie a été tuée en fait dans ce barrage. Comment est-ce que les mines ont un impact sur l'environnement, donc surtout sur l'environnement local? Par la pollution de l'air, c'est toutes les poussières, et d'ailleurs on a pas mal entendu parler des poussières chez nous en Wallonie, c'était pas dû à des mines ces dernières semaines, mais donc l'extraction minière, ça soulève énormément de poussière qui crée des microparticules qui vont abîmer l'environnement. 2, et c'est sans doute l'élément principal, c'est l'accaparement et le détournement de l'eau. Donc l'extraction minière, elle consomme énormément d'eau, en ce compris dans des régions très sèches. Un exemple qu'on cite souvent par rapport à ça, c'est le Chili, qui est un des grands pays miniers sur la planète, mais où, du côté du désert de l'Atacama, par exemple, une région extrêmement sèche, on détourne une bonne partie de l'eau des rivières pour faire de l'extraction de cuivre, de lithium, etc. Et ce, aux dépens des habitants des régions. Ça, c'est en amont, et puis en aval, on rejette dans les rivières énormément d'éléments polluants. Troisièmement, c'est la destruction des terres, et quatrièmement, c'est tous les éléments sur la biodiversité. Évidemment, quand vous créez un gigantesque trou de dizaines de kilomètres carrés pour aller creuser, c'est tout ce que vous détruisez. Et on sait que 2 des régions du monde qui ont le plus de potentiel en termes d'extraction, c'est le bassin du Congo, j'en ai déjà parlé, 2e poumon de la planète, et c'est l'Amazonie, 1er poumon de la planète. Et donc il y a aussi une contradiction, exploitation minière et déforestation. Je ne sais plus si j'étais à 3e ou 4e, je crois que je suis à la 4e. 4e
grandes conséquences et façons dont les minerais impactent nos vies, c'est notre santé. Alors c'est évidemment d'abord la santé des travailleurs et des travailleuses des exploitations minières, mais en fait l'utilisation massive de minerais et, j'y viens un peu plus tard dans ma présentation, l'absence de méthodes de réutilisation et de recyclage fait que toute une série d'éléments de minerais se décomposent dans la nature autour de nous parce qu'on a jeté un objet électronique, etc., rentre dans les sols et qu'on finit par les absorber dans notre eau, dans notre consommation. Et donc, l'omniprésence de minerais, y compris de minerais qui sont parfois à l'état de poussière dans notre environnement, a de multiples conséquences, de nouveau, d'abord sur les travailleurs et travailleuses du secteur, mais aussi sur les consommateurs. Vous voyez toute la liste ici, hein, ça va des maladies cardiaques et des poumons à l'impact jusqu'à cause des nanoparticules, hein, ces minuscules particules, l'impact même sur notre ADN, des problèmes sur la fertilité, etc., etc. Désolé, le tableau n'est pas extrêmement positif, mais promis, je vais essayer de vous remonter un peu le moral avec des solutions à la fin. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut la faire dans 3 à 5 minutes? Comme ça, je vais au bout d'un chapitre, et puis on fait un échange, et puis je viendrai quand même sur le fait qu'on peut agir et qu'on peut chercher des solutions. 5e. Si vous avez suivi, c'est vous qui devez me dire à combien je suis. Moi, je commence à me perdre. 5e élément, c'est... Comment? Donc, le premier, c'était quoi? Donc, 1, c'est l'épuisement. L'épuisement des ressources. Première limite que je voulais mettre en évidence. 2, c'est la dépendance. Et puis, environnement, santé, et donc on est bien au 5e, c'est le travail indécent. Alors, partout dans le monde et toujours, l'exploitation des ressources c'est faite loin des regards dans la surexploitation de la misère humaine. Et l'histoire de notre pays a bien été marquée par ça, puisque la situation des mineurs, d'abord les mineurs de chez nous, au 19e siècle, et puis quand nos grands-parents n'ont plus voulu descendre dans la mine, les mineurs qu'on a fait venir d'Italie, du Maroc, de Turquie, etc., sont allés s'exploser les poumons dans les mines de charbon. Mais c'est la même chose quand vous achetez un smartphone, et je ne vous fais pas la leçon, j'en ai un ici. Hein. Aujourd'hui, il nous est devenu extrêmement difficile de vivre sans tous ces instruments-là. Mais ces instruments, il est très difficile pour nous d'acheter des instruments qui n'exploitent pas la misère humaine, avec toutes les conditions qu'on a, de salaire de misère, de conditions de sécurité abominables. Alors la première image qu'on avait dans le passé, c'était plutôt celle des grandes mines industrielles, avec un grand exploitant capitaliste qui exploitait ses ouvriers. Aujourd'hui, en fait, le plus fréquent, c'est ce que vous voyez là. C'est les mines artisanales, et où les abus sur le travail sont encore beaucoup plus grands dans ces exploitations artisanales. Je pense, Arnaud Zachary notamment viendra à la 3e ou 4e soirée, je ne sais plus. Il y était encore dans le sud de la RDC, du côté de l'ex-Katanga, il y a peu. Il vous expliquera ce qu'il a pu y voir. Pour vous donner un chiffre, les risques d'accident de travail sont 7 fois supérieurs dans une mine artisanale par rapport à une mine formelle industrielle. Donc il y a de l'exploitation directe dans les mines les plus formelles, mais il y a de l'exploitation indirecte à travers les mines informelles. Dernier élément, et puis je crois avant-dernier, pardon, le 6e, c'est évidemment tout le lien avec les conflits. Les minerais amènent des conflits, mais les conflits alimentent les minerais alimentent les conflits aussi. On sait que peu de conflits dans le monde sont uniquement dus aux minerais. Mais par contre, ils en sont, on a souvent utilisé le terme de carburant, l'exploitation des mines dans plein de régions du monde va permettre à des groupes armés de s'alimenter financièrement pour tenir le coup. Et c'est l'endroit le plus évident du monde pour ça, c'est la RDC, où vous avez, depuis la déstabilisation du pays qui a eu lieu dans l'après-génocide rwandais, des groupes armés qui parfois depuis 30 ans survivent grâce à l'exploitation
des minerais, groupes armés qui incluent les FARDC, hein, l'armée régulière congolaise, où les soldats ne sont pas régulièrement payés par l'État et où donc ils se servent sur la mine. Et donc là-dessus, d'ailleurs, on a avancé sur des législations spécifiques de façon à éviter les minerais des conflits. Et je crois que j'ai quasi terminé sur les limites. Et en plus, 7e élément que je voulais mettre en évidence, que vous avez plein de minerais rares dans votre téléphone, mais ce que vous payez quand vous achetez un téléphone, ce qui vous coûte cher, ce n'est pas les minerais, hein, aussi rares soient-ils. Et donc, les pays qui exploitent ces minerais-là, ils en retirent finalement très peu de revenus. Parce que si vous achetez un téléphone, ce que vous allez payer, donc c'est ce qu'on appelle la courbe du sourire, ce que vous voyez là, plus on est haut, plus ça rapporte. Et donc, ce qui rapporte le plus dans le téléphone que vous avez acheté, c'est sa conception, la recherche et développement, qui va faire la différence entre une grande marque ou un téléphone moins de marque, et qui va faire une différence réelle d'utilisation, et puis tout le marketing et le service qui va vous faire croire que c'est encore bien plus merveilleux que ce que ça n'est. Et c'est ce qui fait que vous allez payer un iPhone beaucoup plus cher qu'un autre téléphone. Et donc, le gros de l'argent qu'il y a à faire sur les centaines d'euros qu'on va payer sur un smartphone, il va rester dans les pays riches. Et le dernier élément, et puis promis je m'arrête, c'est évidemment la gestion des déchets. Les minerais sont partout. J'ai dit, ils se retrouvent même dans nos campagnes quand on jette des trucs n'importe comment dans la nature. Mais surtout, en fait, on renvoie une bonne partie de ces déchets hors d'Europe. Alors là, on a obtenu qu'il y ait quand même des législations. Il y en a une qui a été votée l'année passée, en 2023, pour commencer à limiter les dégâts. Mais une bonne partie des déchets électroniques que nous amenions gentiment aux déchetteries étaient en fait ensuite exportés vers notamment le Ghana, c'est un pays connu pour ça, où les minerais se décomposent ou sont décomposés par une main-d'œuvre qui, là aussi, met sa santé en danger. Je m'arrête là pour la première partie. Pour l'instant, merci beaucoup. Voilà, est-ce que vous vous attendiez à ça quand on disait première soirée sur l'extractivisme minier, pourquoi faire ? Et donc merci, parce que là je crois que tu nous as brassé vraiment un très large constat, une très large réalité. Oui, c'est à faire par rapport à des utilisations qu'on en a ici dans nos pays, mais il y a aussi beaucoup d'impacts qui sont négatifs. Alors, je sais que certaines personnes ont déjà écrit des choses. Jonathan, est-ce que tu saurais un peu ramener des questions qui sortent là maintenant ou des ressentis ? Alors, rebonjour Nicolas. Alors, moi ici j'ai une première question qui nous dit, voilà, j'ai en tête, peut-être que je me trompe, mais certains économistes comme Bruno Coleman par exemple parlent d'une crise économique en 2028. La question c'est, est-ce que cette crise de 2028, c'est bientôt, on est en 2024, est-ce que cette crise économique liée aux ressources va effectivement survenir ? Est-ce que selon toi... Oui, le 14 avril. Le 14 avril. Ok. Donc, ouais, vas-y. Mais du coup, la question c'est surtout, cette crise économique va survenir, peut-être, probablement, sous quelle forme aussi ? Quelles sont les conséquences qu'on va avoir à très court terme sur la pénurie des métaux ? Oui, mais peut-être... Non, vas-y, okay. Donne 2-3 questions, je vais les noter du coup. Ok. Autre question donc, faire pression sur les décideurs politiques. Est-ce que c'est pas trop décourageant de toujours vouloir faire pression sur les politiques ? Ma question préférée. Et finalement, une autre question qui est de la même personne, c'est transition, on cherche à faire une transition, mais on reste toujours dans ce délire consumériste. Est-ce que finalement, c'est pas faire du greenwashing ? Et enfin, dernière question que j'ai ici, qui est une question plus technique, c'est y aurait-il finalement d'autres alternatives que l'électrique ? Par exemple, l'utilisation de l'eau, de l'hydrogène, etc., etc. Je te remercie. Et on avait dit qu'il y avait 2 moyens de s'exprimer, par l'écrit et oralement. Et donc, je vais près de monsieur. Donc, voilà ma question.
ici, nous avons une belle démonstration où on part d'un préambule. Et ce préambule, c'est ce qu'on appelle le changement climatique, ou autrement dit le réchauffement climatique, qui est monitoré par le GIEC. Et en conséquence de cela, l'Union européenne s'empare du sujet et voilà le résultat. Toute la démonstration que nous avons ici à l'écran, c'est ce que l'Union européenne impose. Et voilà les conséquences. Donc, le véritable problème, c'est savoir comment faire pour éviter justement que l'on s'enlise dans cette logique où on va passer au tout électrique sans connaître réellement les capacités du monde à fournir les métaux pour passer en tout électrique. Merci. Merci. Je regarde Nicolas. T'as déjà pas mal, hein. T'as déjà pas mal, allez. Il y en a une ici encore que j'ai sous les mains. Peut-être c'est plus orienté solution alternative. Le Fairphone est-il une solution? J'y viens. Moins d'extractivisme, plus de réutilisation, plus d'équité, salaire, sécurité des travailleurs. Oui. Voilà. Ok, bon, oulala. Alors, je garde ma question préférée pour la fin sur est-ce que je décourage ou pas. Promis, je ne l'oublie pas, et si je l'oublie, vous me le rappelez. Mais je vais d'abord... Oui, vas-y. Ah, oui. Donc, vous me le rappelez si j'oublie, mais je vais essayer de d'abord rester sur les questions vraiment liées aux ressources. Donc, sur la crise économique, je ne suis pas économiste, je fais confiance aux économistes. En tout cas, alors, 2028 ou 2029 ou 2030, en tout cas, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que il y a deux éléments qui coincent dans l'économie mondiale et qui sont liés à l'absence de changement de logique. C'est les ressources et c'est la circulation. Et donc, vous vous souvenez, en plein Covid, quand il y a un méga navire là, qui se coince dans le canal de Suez, en plus, maintenant, on a ce souci qui est directement lié à la géopolitique mondiale, hein, de mesures de rétorsion qui sont prises par des rebelles au Yémen contre le massacre qui est en cours à Gaza. Et comme on a transformé l'océan Indien et le canal de Suez en autoroute mondiale extrêmement importante, ben donc, il suffit d'un incident géopolitique et on est coincé. Et donc, on risque de coincer à cause de ça, mais on risque aussi de coincer à cause de tel ou tel pays qui ne fournit plus les ressources, c'est ce que je vous mettais en évidence. Soit parce qu'il n'y en a plus, mais ça, c'est pas, à mon avis, ce qui va se passer en premier, soit parce que ça coince dans la chaîne d'approvisionnement. Quand vous avez des pays, je reviens au graphique de tout à l'heure, hein, quand vous avez des pays qui disposent de plus des 2/3, voire parfois plus de 80 ou 90% d'une ressource, vous savez, par exemple, j'ai parlé de la Chine avec les terres rares, vous savez que les tensions, on en parle moins en Europe parce qu'on est braqué sur l'Ukraine, mais les tensions entre les États-Unis et la Chine sont de plus en plus fortes. Si un jour la Chine disait « Ah ben puisque c'est comme ça, je ferme le robinet entre guillemets sur les terres rares », on risque bien d'être coincé. Donc oui, il y a des menaces réelles de crise économique. Et puis, alors il y avait la question sur les alternatives. Alors, l'hydrogène fait en effet partie des alternatives au tout électrique. Le problème, c'est qu'on on va faire face à la même limite. Donc si je reprends mon tableau ici, l'hydrogène, il y en a beaucoup. Vous en doutez, partout où il y a de l'eau, c'était le début de nos cours de chimie, hein, H2O, de l'eau, c'est juste de l'oxygène et de l'hydrogène. Ah oui, sauf que il faut en fait énormément d'énergie pour casser la molécule d'eau et isoler l'hydrogène. De l'hydrogène pur, on n'en trouve quasiment pas sur la planète Terre. Et donc, ce que nous disons sur l'hydrogène comme coalition climat, c'est évidemment qu'on doit avancer sur l'hydrogène, mais ça restera réservé à une niche et on doit le réserver aux endroits où on ne sait pas faire autrement. Donc l'électrification, malheureusement, on va avoir du mal à s'en passer dans beaucoup de domaines de l'énergie. Et donc, il va falloir d'une façon ou d'une autre faire avec les métaux. Et ça m'amène à la question de l'entêtement. Alors, est-ce que c'est l'Union européenne
Est-ce que c'est plus large que ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est le discours d'ailleurs, pour faire le lien, même si ce n'est pas le sujet de la soirée, qu'on est allé tenir aujourd'hui en soutien aux agriculteurs. En fait, on sent bien que les tenants du système extractiviste n'ont pas envie que ça change. Et donc, le dérèglement climatique, il est là. Il n'y a aucun doute sur le fait que la Terre est en train de se réchauffer, que c'est le comportement des êtres humains qui amène ce réchauffement, et qu'on n'a pas d'autre solution que, ça je peux vous le garantir, alors je ne vais pas lancer le débat. Alors, si, et donc là je n'entre pas dans ce débat-là, le dernier rapport du GIEC a dit qu'il n'y avait plus aucun doute là-dessus. Je pense qu'il n'est pas utile qu'on entre dans ce débat-là. Je connais assez bien le sujet, je veux juste pas détourner la soirée. Monsieur, on va essayer de ne pas sortir du débat, même si le sujet est intéressant et qu'on se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, la population est traversée par pas mal d'opinions divergentes sur la question du réchauffement climatique. On le sait, on organisera d'autres soirées de réflexion sur ça, mais on va continuer sur l'extractivité. Voilà, je pense que c'est important de rester sur le sujet de la soirée. En attendant, la source du problème du réchauffement climatique, physiquement, c'est les gaz à effet de serre. Mais pour moi, il y a une source plus profonde, c'est l'extractivisme. Et donc, si on s'attaque à une partie sans s'attaquer à l'autre, on va s'entêter dans un même modèle, qui est un modèle qui est né il y a 500 ans environ. Il y a eu une rupture très importante qui s'est faite d'abord en Europe et puis qu'on a étendue au reste du monde, qui est une économie qui est profondément extractiviste et qui ne respecte pas le rythme de la nature, le rythme des êtres humains. Et donc, toute la colonisation, c'est ça, hein, c'est aller extraire le plus de ressources possibles, le plus vite possible, ressources minières, ressources énergétiques, ressources agricoles, au détriment de la planète, au détriment de la nature, au détriment des êtres humains, y compris ceux qu'on a exterminés et ceux qu'on a envoyés en esclavage. Et donc, ce dont je suis moi convaincu, c'est que on ne pourra pas s'en sortir sans une remise en cause beaucoup plus profonde de notre modèle économique et de notre façon de fonctionner. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est remplacer les mêmes objets thermiques par des objets électriques, ça ne suffira pas. Il va falloir qu'on ait des changements de comportement. Et de nouveau, ces changements de comportement, ça ne veut pas nécessairement dire moins bien vivre, comme je vous le disais en rigolant dans mon introduction. Je pense que c'était beaucoup plus confortable pour moi de venir en train ce soir que de venir en voiture depuis Bruxelles. Parce que heureusement, il y a encore une gare à Florenville. Il n'y en a plus partout. Mais là, j'ai eu le trajet. On en a même ri quand je suis arrivé, parce qu'il y avait même un bus, j'ai eu de la chance, qui venait de la gare jusqu'ici. Mais ce n'est pas le cas dans tous les villages. Et donc, il y a toute la question de comment on transforme nos comportements. Je regarde les questions qui ont été posées. Je pense que j'ai touché à la plupart, à part la question est-ce que je ne décourage pas, ça je la garde pour après, et la question du Fairphone qui va venir plus tard dans ma présentation. Ça vous va si j'avance? Je viens sur la deuxième partie qui est qu'est-ce qu'on peut faire? Après vous avoir bien démoralisé, je voudrais quand même, je serai un peu plus bref là-dessus parce que je pense que vous allez y revenir dans les prochaines soirées, insister sur le fait que on n'est pas totalement désarmé, même si on ne va pas tout changer en un moment par rapport à ces problèmes-là. Alors le schéma que vous voyez là, c'est un schéma parmi d'autres sur l'action, les leviers d'action, que j'utilise sur plein de sujets d'ailleurs. J'insiste toujours sur le fait que si on veut que les choses bougent, on a pas mal de ressources à notre disposition et que ces ressources-là, vous voyez bien que je ne les ai pas opposées, je les ai mises dans un cercle, on pourrait dire un cercle vertueux. Si vous voulez que ça change, vous pouvez agir par votre comportement individuel et ce n'est pas débile de chercher à agir, chacune d'entre nous, sur nos modes de consommation. Alors, de nouveau, je fais une petite sortie de la question des minerais pour faire le lien justement avec la question climatique, parce que là, il y a des études qui ont montré des chiffres et qui ont dit que par rapport à cette question-là, environ un quart des efforts, ça pouvait être basé sur les efforts individuels, les 3/4
devait venir de changements systémiques, de changements du système. J'aime bien ces chiffres-là parce que 25%, ce n'est pas zéro. Et donc, je le dis toujours, nos actions individuelles, elles sont totalement insuffisantes à résoudre les problèmes auxquels on fait face, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. Et donc, vous comme moi, on peut faire des choix dans notre consommation tous les jours qui vont avoir un impact sur la consommation de tous ces minerais. J'y viens dans un instant. Mais, deuxièmement, le faire tout seul, ce n'est pas toujours facile. Et donc, se mettre avec d'autres fait éminemment partie des solutions. Je vais de nouveau venir sur des exemples dans un instant. Mais c'est particulièrement le cas sur cette question-ci, puisque je vous parlais du cas des voitures partagées, par exemple. Partager les ressources, plutôt que d'être dans la logique de la possession individuelle, fait très certainement partie des solutions majeures si on veut résoudre le problème. Troisièmement, et vous avez vu que je l'ai quand même mis en un peu plus lumineux que les deux autres, le cœur de la solution, il va se trouver au niveau du système, il va se trouver au niveau des règles qu'on va mettre dans le commerce international pour empêcher que l'exploitation se fasse, un, qu'on épuise les ressources, deux, qu'on épuise la nature et les êtres humains dans l'exploitation. Et donc, il faut absolument, on ne peut pas se contenter de l'action individuelle, même de l'action en communauté. Il faut absolument qu'on fasse entendre notre voix comme citoyens et citoyennes et pas seulement comme consommateurs et consommatrices individuels. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'action individuelle, alors on parle souvent quand on parle de déchets, d'un trinôme, c'est réduire, réutiliser, recycler. Et quand on a épuisé, c'est une hiérarchie, hein. D'abord réduire, puis réutiliser, puis recycler. Et quand on a épuisé ces trois-là, alors vient le fait qu'il y aura toujours une partie des choses qu'on utilise qui finiront à un moment ou à un autre dans les déchets. Alors, la première question qu'on doit pouvoir se poser, c'est la question de l'utilité de ce que nous consommons. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire passez-vous totalement de tout objet avec des métaux. Je vous l'ai expliqué, c'est impossible en fait aujourd'hui, ou alors il faut vraiment que vous viviez en autarcie, coupé des autres, etc. Parce que tout ce qui vous permet d'entrer en communication avec les autres va utiliser ces métaux. Mais par contre, on peut, chacune, se poser la question de la quantité d'objets que nous avons autour de nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'entourer de tous ces objets ? Certains sont sans doute plus nécessaires que d'autres. Alors, j'ai beaucoup parlé du smartphone, par exemple, mais c'est devenu aujourd'hui difficile quand même de vivre sans, notamment aussi pour des raisons collectives et d'imposition. Le tout à la numérisation fait aussi partie des raisons pour lesquelles on est piégé. Moi, j'ai une tante à laquelle je suis très attaché, qui a 80 ans, c'est un choix de sa part de ne jamais avoir acheté d'ordinateur. C'est pas nécessairement pour des raisons de minerai d'ailleurs, hein. Mais elle a fait le choix, elle n'a pas d'adresse email, elle n'a pas de smartphone, elle n'a pas d'ordinateur, etc. Mais au moment du Covid, quand il fallait aller se faire vacciner, etc., c'était la croix et la bannière, parce qu'on le tout à la numérisation nous a imposé de nous doter de ces outils-là. Et donc on peut se poser la question, jusqu'où l'outil m'est-il nécessaire, premièrement. Deuxièmement, c'est le choix des objets, et là je viens sur le Fairphone. Alors, d'abord, c'est aussi choisir des objets moins lourds, avec moins de minerais. On sait par exemple que sur l'automobile, les constructeurs automobiles européens ont volontairement changé nos habitudes en nous imposant le modèle du SUV. Moi, quand j'étais gamin, on avait une R5. Alors, les plus jeunes d'entre nous ne se souviennent pas de la Renault 5, ou une 2 chevaux. C'était moitié moins de métal, ou au moins, que ce qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, c'est un vrai choix de la part des constructeurs automobiles européens d'avoir progressivement augmenté le volume des voitures en se disant j'aurai une plus grosse marge bénéficiaire sur les SUV. Et donc, choisir, si j'achète une voiture, de déjà pas prendre la plus grosse, de ne pas prendre la plus électronique aussi. Personnellement, j'ai une voiture, j'ai une famille nombreuse, on a longtemps vécu sans voiture. Voilà, j'ai la chance de vivre dans une ville, donc c'était plus facile. Quand mon 4e enfant est né, les voitures partagées, ça devenait difficile parce que c'est toutes des 5 places. On a fini par acheter une voiture. Mais on a acheté une voiture aussi pour des raisons budgétaires, bon marché et moins électronique. Je peux vous dire que j'ai beaucoup moins d'ennuis que la plupart des gens qui achètent des machins électroniques qui foirent tout le temps.
Donc, faire le choix de biens moins lourds, moins complexes et plus recyclables joue aussi. Et là, c'est là que je parle du Fairphone. On peut privilégier des fournisseurs qui sont plus vertueux. Il n'y a pas de téléphone parfait. Il n'y a pas de voiture parfaite, encore moins. Ça n'empêche qu'il y a des fournisseurs qui font plus d'efforts que d'autres. Et le Fairphone, alors je vais l'expliquer. Donc Fairphone, c'est une initiative qui a été lancée il y a une dizaine d'années. C'est une marque de téléphone que vous ne trouvez pas dans les magasins d'électronique. Il faut acheter sur Internet. Commander via le magasin, c'est possible. Ah ben voilà, super. Donc alors il faut le demander, quoi. Voilà. Alors le Fairphone, il a plusieurs caractéristiques qui vous permettent, à défaut de la perfection, d'au moins faire moins de dégâts. Premièrement, il y a un vrai contrôle environnemental sur les conditions d'exploitation, au maximum de ce qu'ils peuvent, évidemment. Mais donc, ils veillent à des conditions environnementales de qualité. Deuxièmement, il y a un contrôle sur le respect des conditions de travail tout au long de la chaîne de production de valeur. Mais, et c'est surtout en fait là-dessus que j'ai envie de venir, les Fairphones sont beaucoup plus recyclables que d'autres téléphones. Parce que l'un des gros problèmes qu'on a avec les minerais, c'est les mélanges qu'il y a dans beaucoup de téléphones, dans beaucoup d'électronique, où en fait il devient très difficilement, on fait des alliages si vous voulez, qui deviennent extrêmement difficiles. Ça coûte une fortune après de reséparer les métaux que vous avez mis ensemble dans une puce électronique, dans un alliage, etc. Et en fait, le Fairphone, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est démontable. Et donc, par exemple, quand votre batterie est morte, vous pouvez enlever la batterie et mettre une nouvelle batterie, ce qui est difficile dans la plupart des téléphones. Et vous savez que plein de téléphones, une fois que vous avez une batterie qui ne tient plus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer tout le téléphone, alors qu'en fait, c'était juste la batterie qui posait problème. Et ça vous coûte beaucoup moins cher d'acheter un nouveau téléphone que de faire le remplacement. Et donc, c'est un exemple. Mais donc, l'idée de viser des fournisseurs vertueux, c'est pas facile, mais c'est quand même relativement possible. L'étape suivante, donc ça c'était sur la réduction. L'étape suivante, c'est réparer avant de remplacer. Et vous savez que c'est de plus en plus difficile. De nouveau, quand j'étais un gamin, c'était quand même assez fréquent que quand on avait un souci avec un appareil, une radio ou un truc comme ça, on allait au magasin où on l'avait acheté et ils l'envoyaient en réparation. Aujourd'hui, combien de fois, si vous allez au magasin et que vous expliquez ça ne fonctionne plus, on vous dit mais racheter un autre, ça coûte moins cher. Donc c'est aussi un choix de réparer plutôt que de jeter. Et ce n'est pas nécessairement le choix de la facilité, parce qu'il faut parfois se battre pour obtenir la réparation d'un objet. Et puis le dernier élément, c'est de recycler, donc de pas jeter n'importe où et de vous assurer d'aller le mettre dans une déchetterie. De nouveau, là vous avez fait votre part individuelle, je viens maintenant sur la part collective. Donc oui, nous pouvons agir sur notre propre consommation de minerais. Deuxièmement, c'est la dimension collective, et pas encore citoyenne, mais la dimension de se mettre ensemble. Et donc, je pense que l'un des éléments essentiels par rapport à ça, c'est le partage des ressources. Alors, j'ai cité le cas de la voiture, mais ça passe quand même souvent plutôt par des initiatives qui vont dépasser... Enfin, ça peut se faire par un arrangement entre voisins, mais voilà, les voitures partagées, ce qu'il faudrait surtout, c'est que les systèmes qui sont aujourd'hui disponibles dans les villes, ils se mettent dans tous les villages pour que aient accès à Cambio, pas uniquement les habitants des villes. Mais les partages de ressources, ça passe aussi par tous ces outils que vous avez chez vous et dont vous vous servez qu'une fois par an. Ou peut-être 2, ou peut-être 3. Et ou peut-être que dans votre rue ou dans votre village, selon la situation dans laquelle vous habitez, on n'est pas obligé que chacun ait une perceuse, une tronçonneuse, une tondeuse, etc. Si on partage les ressources, on en fait une utilisation beaucoup plus efficace. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir dans une communauté, que ce soit un quartier, un village, etc., qui va entraîner Imaginez si ça se répandait partout. Vous dites que tous les 4 ménages on partage, vous divisez en fait par 4 la consommation en matériaux dont vous avez besoin. Et évidemment, si c'est votre profession de travailler dans le bâtiment, votre ponceuse ou votre perceuse, vous en avez besoin tous les jours. Mais je pense que tout le monde ne travaille pas dans le bâtiment ici. Et donc, moi, personnellement, une perceuse ou une ponceuse, j'utilise ça quand même de façon assez épisodique, donc je pourrais partager avec les autres. Partager les ressources. Deuxièmement, c'est se mettre
aussi dans des initiatives locales un peu plus structurées, notamment sur la réparation. C'est ce qu'on appelle, vous voyez ce que c'est, les repair cafés. C'est des gens qui ont des compétences justement dans la réparation, qui vont organiser des soirées dans telle ville ou tel village en disant amenez-moi, amenez aux gens qui savent réparer les objets et on va essayer de réparer ce qu'on peut. Ça fait aussi partie, de nouveau, dans la logique de réparation. Voilà, moi, franchement, j'ai 2 mains gauches. Il ne faut pas me demander de réparer un appareil électronique, je vais le casser encore plus. Donc, j'ai besoin des compétences des autres. Vas-y. Mais tu peux même apprendre dans un Repair Café. On Alors, peut même te montrer. Mais après, il y a des cas désespérés sur certains apprentissages. Parce que je n'ai pas confiance en moi sur ça, et donc je finis par faire des bêtises. Mais en effet, on peut apprendre et partager les savoirs. Troisièmement, l'action collective, c'est aussi soutenir les gens qui luttent contre l'extractivisme ailleurs. Et donc, je me permets quand même de rappeler que ça fait partie des choses qu'on fait avec l'opération 11-11-11, c'est de soutenir des collectifs en RDC, au Brésil, en Bolivie, etc., qui se battent pour leurs droits. Alors, ils ne se battent pas pour la diminution de l'extraction. Et je les comprends, puisque c'est leur gagne-pain. La demande des mineurs congolais n'est pas qu'on arrête d'acheter des minerais au Congo. C'est de dire, si vous l'exploitez, exploitez-le de façon à respecter nos droits. Et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons le plus. Et là, je laisserai Arnaud Zacharie, ou peut-être Sabine, ma collègue, qui suit les projets en RDC, si elle peut venir vous expliquer tout ça. Articuler les initiatives citoyennes locales de base dans toutes les communautés affectées partout en RDC par l'exploitation minière, pour porter des revendications devant l'exploitant de la mine, devant les autorités locales, mais aussi jusqu'au niveau de la présidence à Kinshasa et même au niveau international, puisqu'il y a une initiative internationale sur la transparence des industries extractives, mais ça fait partie du cœur des choses qu'on fait et qui me rendent fier d'ailleurs de soutenir l'opération 11-11-11. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on peut faire à notre niveau en attendant que ça change. Et puis, et j'arrive au bout de ma présentation, il reste que nous n'allons pas résoudre le problème juste par ces initiatives-là. Le problème, c'est un problème de système. Et donc, ce qu'il faut, c'est des changements dans le système. Alors, on peut avoir des degrés d'ambitieux différents selon qu'on veut être désespéré ou pas. Comme ça, je vais vers la question sur mon espoir et mon désespoir. Mais en attendant, en tout cas, ce que nous pensons comme CNCD 11-11-11 et avec toutes nos organisations membres actifs sur les questions du commerce, c'est que, oui, il est possible d'avoir un commerce international qui respecte un minimum l'environnement, la santé, les droits sociaux, etc. Ça ne pose pas la question de l'épuisement des ressources. Donc, il y a tout le volet de régulation aussi pour éviter l'épuisement des ressources qui passe, je pense, beaucoup, ça c'est vrai que je ne l'ai pas mis, par le fait d'imposer des règles aux constructeurs des outils pour la réutilisabilité, c'est pas très français, c'est ce que je vous disais du Fairphone. Si on imposait que tous les téléphones vendus en Europe soient démontables, on aurait résolu une partie du problème, pas tout, mais alors du coup une bonne partie des minerais pourrait être récupérée quand on démonte le téléphone. Sans doute pas tout, parce qu'il y a des fois où il y a vraiment besoin de créer les alliages, mais donc par un tas de règles sur les objets, pour qu'ils durent plus longtemps, pour qu'ils soient démontables, etc. Si on se bat pour ça, on avance sur le problème. Et puis il y a la question du commerce international. Ce que nous défendons, les 2 volets de ce que nous défendons collectivement sur ce sujet-là, c'est de dire les accords de commerce qu'on va signer, et on entend beaucoup parler de l'accord avec le Mercosur aujourd'hui parce qu'il pose surtout question dans le domaine agricole, mais il y a d'autres accords. Au même moment, aujourd'hui, il vient d'y avoir un vote au Parlement européen sur l'accord avec le Chili, qui a trait un peu à l'agriculture, mais évidemment aussi beaucoup à notre volonté d'avoir accès aux minerais du Chili. Eh bien, dans l'accord avec le Chili, comme dans quasiment tous les accords que l'Europe a négociés avec le reste du monde, tous les chapitres sont contraignants. S'ils ne sont pas respectés, on peut se poursuivre en justice entre, dans ce cas-ci, l'Europe et le Chili, sauf le merveilleux chapitre sur le développement durable, qui est le chapitre où on rappelle l'importance des droits sociaux, des droits environnementaux, de respecter l'accord de Paris, etc. Celui-là, c'est juste des belles déclarations. Et donc, ce pourquoi nous nous battons depuis des années et des années, c'est de dire l'une des solutions,
ce serait au minimum que dans un accord de commerce, le chapitre qui garantit les droits sociaux, environnementaux, etc., soit obligatoire et assorti de sanctions. Et donc, s'il y a violation dans l'exploitation des ressources, des droits sociaux et environnementaux, mais que les mineurs chiliens, dans ce cas-ci, par exemple, puissent porter plainte et que ça ait un impact sur le commerce. Dernier volet, et j'arrive à ma conclusion, c'est le fait d'agir chez nous via les législations. Alors la petite Belgique toute seule, elle ne va sans doute pas tout changer. Mais l'Europe, c'est le premier marché de consommation au monde. Donc quand l'Europe prend des décisions, dans le bon ou dans le mauvais sens, elles ont réellement des conséquences et l'Europe a une capacité à imposer toute une série de normes parce qu'elle représente 700 millions de consommateurs, 500 millions de consommateurs. Et donc, ce que nous disons, c'est il est possible que l'Europe dise, mais chez nous, on n'importera pas, et d'ailleurs l'Europe l'a fait, où elle est quasiment... la législation est en train de se finaliser. On n'importe plus de produits issus de la déforestation. On n'importe plus de produits issus du travail forcé. Et ça a été notre campagne des 2 dernières années, on exige de toutes les entreprises, et notamment les industries extractives, un devoir de vigilance, c'est-à-dire le fait qu'elles s'assurent que tout au long de leur chaîne de production, on respecte l'environnement, on respecte la santé, on respecte les droits humains, et qu'elles soient punissables si ce n'est pas le cas. Et pas uniquement punissables si c'est elles-mêmes qui ont violé les droits, mais aussi si leurs fournisseurs et leurs sous-traitants le font. Et ce pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien, je reprends mon smartphone, que ce n'est pas le fabricant de mon téléphone qui est allé chercher, qui possède la mine de cobalt, la mine de coltan et la mine de lithium. Il se débarrasse, si vous prenez Apple, les grandes marques de téléphone, ils se débarrassent de tout ce qui est potentiellement dangereux pour leur image. Ils disent « Ah, mais ça, c'est pas nous, on a juste acheté ». Et donc, ce que nous avons obtenu, on est vraiment là, la législation est en train de se clôturer, c'est qu'ils soient obligés de rendre des comptes et que les victimes puissent venir porter plainte en Europe pour violation de leurs droits. Je conclus en disant donc que les ressources minières, elles sont partout et que, je pense que mon explication vous l'a montré, vous ne pourrez pas déclarer seul que vous allez vivre sans les ressources minières en général, qu'elles jouent un rôle essentiel dans la géopolitique mondiale, qu'il y en a certaines qui menacent de s'épuiser, pas toutes, mais qu'en tout cas, la plupart sont exploitées de façon non durable, et socialement et environnementalement, mais que je pense qu'il existe des solutions, que le monde ne va pas changer en un jour, mais qu'à force d'obtenir des victoires face aux industries, eh bien, on peut arriver à rendre le commerce plus juste et plus durable, et que ça passe par le fait de se battre ici, mais, je le redis, ça passe aussi par le fait, c'est pas que dans l'action locale qu'on y arrivera, ça passe aussi par la solidarité internationale. Je pense que les communautés victimes de l'exploitation minière sont non seulement les premières victimes, mais les premières actrices si on veut obtenir du changement. Donc les renforcer, je pense que ça fait vraiment partie des clés si on veut faire avancer le schmilblick. Merci, mais je pense qu'on n'en a pas encore fini avec toi. Il y a plusieurs questions encore qui sont apparues. Est-ce que tu veux nous les dire? Et est-ce que d'autres personnes ont encore... Vas-y. Okay. Alors, première question. Donc, ici, j'en ai 2. Les 2 sont indirectement liés. Alors, la première, c'est, tu nous as dit que les minerais sont des enjeux globaux, que c'est des ressources qui sont au centre de questions géopolitiques. La question, c'est de savoir pourquoi finalement ce sont les pays qui ont le plus de facilité d'accès aux ressources, qui ont le plus de minerais, qui sont finalement les plus pauvres, alors que c'est eux qui pourraient développer leur pays. Première question, c'est ça. Deuxième question, c'est finalement si ces pays-là, ils arrivaient à se passer de leur lien avec l'Europe. Qu'est-ce qui se passerait au niveau européen? Qu'est-ce que l'Europe ferait si finalement les pays les plus exploités rompaient leur chaîne et finalement pouvaient se développer par eux-mêmes? Voilà 2 questions. Merci. Alors, je voulais vous dire aussi qu'on avait
promis, notamment aux étudiants, qu'à 22 heures, la soirée était terminée. Et donc, il reste 30 minutes pour continuer les échanges et aller un petit peu en profondeur, et aussi éventuellement boire encore un petit verre. Et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on garde 20 minutes maintenant pour le moment d'échange. Voilà, 20 minutes, ça nous fera 10h moins 10, et puis après, on pourra faire quelque chose d'un peu plus informel. J'ai aussi ici 3 autres questions. Développement durable. Comment mettre cela en pratique à grande échelle? Deuxième question, comment diminuer les besoins en minerais rares ou les minerais qui sont limités? Les smartphones reconditionnés sont-ils une part de solution? Comment contrer la publicité agressive qui pousse à l'hyperconsommation? Alors, je ne sais pas si tu n'es pas obligé de nous répondre sur tout. Moi, je rappelle la publicité, comment est-ce qu'on peut lutter contre cette publicité qui nous pousse à la surconsommation? Je rappelle qu'il y a 3 autres moments qui vont être organisés. Un où on va davantage parler de toutes les questions d'écocide et de colonialisme. Un où on va parler davantage des réalités dans le Sud. Un où on va parler des projets économiques wallons en termes d'extractivisme, parce qu'il y en a. Et une dernière soirée où on va parler davantage des pistes d'avenir à un niveau législatif, essentiellement au niveau belge et au niveau européen et au niveau mondial. Voilà, comme ça vous le savez. Vas-y, oui, vas-y. Et après, moi j'avais quand même aussi retenu ou analysé la première question de monsieur là-bas, mais je ne sais pas si vous avez eu réponse à votre question. Non, hein. C'était sur l'impact, enfin déjà en tant que citoyen, comment on peut agir. On doit aller vers la transition et en même temps on est face à des mouvements sociaux aussi. Quand on avance, comment on fait les arbitrages, tu vois? Tu veux... Comment on fait les arbitrages entre enjeux économiques, industriels, politiques et, oui, c'est ça, de l'autre oui. côté les modes de vie des citoyens. La question de l'intérêt général, c'est quoi l'intérêt général? Comment se définit-il? C'est ça. Ouais. Voilà. Wow. Alors, ouais, la question comment mettre en œuvre le développement durable à grande échelle. Je propose qu'on fasse un cycle de 5 soirées. Parce que, alors, la logique du développement durable et la logique des objectifs de développement durable qui ont été adoptés au niveau international en 2015, qui est une gigantesque victoire en soi par rapport aux logiques antérieures. C'était la logique de dire, mais on va chercher à réconcilier l'économique, le social, l'environnemental et même l'aspect paix, démocratie, etc. Sauf que le gros problème, c'est que c'était une belle déclaration, mais qu'il n'y a rien de contraignant dans ce qu'ils ont adopté et qu'on n'est pas du tout en voie de les atteindre, ces objectifs de développement durable. Mais ça amène à la question, qui est le cœur de ce que... on essaye de faire collectivement, et sur lequel il n'y a pas une solution, et je pense que ce serait terrible que quelqu'un dise « j'ai la solution ». La question c'est comment, aujourd'hui, on en vient sur les arbitrages, comment on réconcilie la prospérité économique qui est nécessaire, la justice sociale et le respect des limites de la planète. D'évidence, on a d'abord cherché la prospérité économique. Dans l'après-guerre, on a essayé de réconcilier la prospérité économique et la justice sociale sur le dos de la planète. Et puis à partir des années 80, on a même cassé les outils de justice sociale et on est retourné dans la logique du tout à la prospérité économique, avec la logique néolibérale qui dit laissez le marché se développer, au final tout le monde, il restera toujours quelques miettes pour certains. Jamais aucun pays dans l'histoire de l'humanité n'a été capable de réconcilier les trois. Donc il n'y a jamais eu un seul pays où les gens ont eu une prospérité partagée en respectant les limites de la planète. Donc on est devant un défi absolument gigantesque et je serais bien prétentieux si je vous disais que j'ai la solution.
Mais je pense qu'on a des pistes. Et moi, je pense vraiment que l'un des aspects essentiels de la piste, c'est de se dire il faut sortir de la logique qui dit que le marché va tout résoudre, et sans nécessairement rentrer dans l'opposition binaire et stérile qu'on a connue au XXe siècle, de dire c'est ou le marché ou l'État. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'économiste Kate Raworth. C'est celle qui a inventé le concept d'économie du donut. Vous avez déjà entendu ça? Donc le principe de l'économie du donut, tout le monde a déjà vu un donut, il suffit d'avoir regardé les Simpsons. Elle a dit, le milieu, c'est les socles. Il y a des socles sociaux qu'on devrait permettre à toute l'humanité d'atteindre. Le droit au logement, le droit à un environnement sûr, le droit à la santé, etc., etc. Ça devrait, et notre Terre a la capacité de garantir ça à tout le monde. Ça, c'est le cercle intérieur. Et puis, il y a un cercle extérieur, c'est les limites. Il y a des limites que personne ne devrait dépasser. C'est les limites planétaires. Les scientifiques ont mis en évidence 9 grandes limites planétaires en disant vous en dépassez une, l'avenir de l'humanité est en danger. On en dépasse 6 aujourd'hui. Donc, comment on fait pour rentrer à l'intérieur de ce donut, plancher sociaux, plafond écologique? Ce qu'elle nous dit, c'est l'un des éléments, c'est de regarder les 4 économies et pas les 2 économies. Elle nous dit, dans l'histoire de l'humanité, on a employé 4 types d'économies. Il y a l'économie domestique. Et je vous rappelle, il y a peut-être des gens qui ont fait du grec ici, que l'économie, au départ, c'est ça. C'est la gestion de la maison. La première économie, c'est l'économie domestique. C'est ce qu'on peut faire chez soi pour la prospérité de sa famille, avec la justice sociale à l'intérieur de sa famille, par exemple en répartissant les tâches de façon équitable entre tous les membres de la famille, et en respectant les limites planétaires. La deuxième économie, dans l'histoire de l'humanité, c'est l'économie communautaire. C'est tout ce que je viens de vous mettre en évidence quand je vous parlais de partage des ressources, d'initiatives locales, etc. Toute l'économie sociale, l'économie associative, qui joue un rôle absolument essentiel dans nos sociétés encore aujourd'hui, c'est aussi de l'économie, contrairement à ce que les patrons des grandes entreprises essayent de nous dire, en disant ça c'est des dépenses qui sont prises sur nos impôts. Non, c'est un des domaines essentiels de l'économie, cette économie associative et collective. Et puis alors il y a une troisième économie dans l'histoire de l'humanité, c'est l'économie de marché. L'économie de marché dont on a montré qu'elle peut très bien fonctionner, à condition qu'il y ait des gens qui mettent des règles. Et donc l'économie de marché, elle demande des règles. Et pour ça, il faut un État. Et l'État, c'est nous. C'est les citoyens et les citoyennes qui mettent des limites aux plus puissants. Et puis qui décident aussi de faire certaines choses en commun. Les transports en commun, l'énergie qui a longtemps été du domaine public, etc. Donc la logique de service public. Je pense que si on veut atteindre cette logique de réconciliation, il va falloir qu'on joue entre les 4. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre fin au marché. Je pense vraiment que l'économie de marché a son rôle à jouer, mais il faut la remettre à sa place. Il y a des choses qu'on peut gérer par l'économie communautaire, par l'économie domestique et par l'économie publique. Un des éléments de réponse à cette très très large question. Oui. 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 Oui, j'allais y répondre. Oui. Oui. Alors là, je vous dis, venez aux autres soirées parce que le sujet va être abordé en profondeur. Ça fait partie des spécialités d'Arnaud Zacharie qui viendra clôturer le cycle, je pense. Mais donc, c'est vraiment la logique de domination extractiviste qui explique, enfin, en tout cas c'est un des éléments clés, qui explique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si vous regardez l'état de la planète, l'état de l'humanité en 1500, l'Europe était loin d'être la plus avancée en termes économiques par rapport aux autres régions du monde. L'Asie est même restée jusqu'au XVIIIe et même au XIXe siècle
le centre de l'économie mondiale, y compris de l'économie manufacturière. Là où on a créé une rupture, c'est qu'à partir du XVe siècle, l'Europe a obtenu la domination militaire sur le reste du monde, qui a permis l'invasion des Amériques d'abord, avec aussi une bonne partie de l'effondrement de la civilisation amérindienne. C'est les microbes que nous avons amenés chez eux qui ont entraîné un effondrement démographique majeur. Mais on avait aussi, c'est une supériorité militaire qui a permis qu'on aille capter les ressources là-bas, et puis qui s'est ensuite étendu aux autres régions du monde. Donc voilà un des éléments de l'explication. L'autre élément, c'est un élément qu'on a observé partout dans le monde, et pas seulement en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine. On a vu la même chose aux Pays-Bas, par exemple, au XVIIe siècle, où il y a eu une gigantesque crise économique liée à la tulipe. Et ça, c'est l'élément de malédiction des ressources. C'est-à-dire que quand vous avez une économie qui est extrêmement dépendante de l'exportation d'un seul bien, qui en plus est un bien extractif, et l'agriculture, c'est aussi une forme d'extraction, eh bien, en fait, vous allez avoir, je ne vais pas entrer dans toute la logique économique parce que je pourrais partir jusqu'à 10h30, mais donc le danger de ça, c'est qu'en fait, l'argent qui va arriver contre vos minerais ou vos tulipes va inonder l'économie locale, créer une inflation et rendre le reste de tout ce qu'on peut acheter localement extrêmement cher. Et donc, quand vous avez une économie qui est trop dépendante du cuivre, du pétrole ou de la tulipe, vous êtes en danger. Une bonne économie, c'est une économie diversifiée. Troisième élément, désolé, je suis un peu long là-dessus, mais je pense que la question est essentielle, ce sont les politiques qui ont été menées, et je pense en particulier à l'Afrique, qui ont été menées par les grandes institutions financières internationales à partir des années 80, dans une logique vraiment de néolibéralisme, et de dire le marché va tout résoudre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au début des années 80, une bonne partie des pays d'Amérique latine et d'Afrique se retrouvent dans une situation de crise de la dette terrible, qui était principalement due à la spéculation sur les marchés boursiers aux États-Unis. Ils sont en incapacité de payer leurs dettes. Et là, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale leur disent « On intervient, mais alors, vous devez mettre en place des politiques néolibérales de fin de l'économie publique, de fin des investissements dans l'industrialisation, etc. » Or, c'est essentiel de savoir que jamais aucun pays au monde ne s'est développé économiquement uniquement sur base du libre marché et uniquement sur base de l'ouverture indiscriminée des frontières. Tous les pays, à commencer par les premiers à s'industrialiser, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, puis sont venus les États-Unis, etc., ont toujours commencé par se protéger un minimum pour permettre le début de leur industrialisation. Et c'est une fois qu'ils se sentaient suffisamment confortables qu'ils sont allés sur les marchés internationaux. Et donc, le fait qu'on ait imposé à ces pays-là une vaste ouverture sans pouvoir utiliser les outils qui nous ont servi à nous industrialiser a accentué cette injustice. Il y a tellement de questions auxquelles je rêverais de répondre. Il faudra que tu viennes aux autres. Hein. Ouais. Mais tu pourras t'installer dans le public. Ouais. Par contre, attends, il est quelle heure? Ouais. Il est 40. Je peux encore prendre 2 minutes pour répondre à la question qui m'a été posée sur pourquoi je ne désespère pas? Bien sûr. Oui, hein, on le laisse répondre à cette question Et il y avait les arbitrages. Mais je pense qu'on a déjà une partie de... Ouais. Ah. Sur l'arbitrage, tu veux Donc, juste sur ta question sur comment on arbitre, c'est arbitrer, c'est tout le fondement du politique. Et donc, en démocratie, c'est notre rôle. Donc, à nous de prendre les choses en main pour que les arbitrages, pour faire entendre notre voix et nous battre pour que les arbitrages se fassent dans le bon sens. Et ça vaut la peine. Si je prends la directive pour le devoir de vigilance, elle est le résultat d'une décennie d'acharnement de centaines d'organisations partout en Europe, en partenariat avec des organisations en Amérique latine, en Asie, en Afrique. On s'est battu, je dis c'est une décennie, quoi. On a démarré il y a à peu près 10 ans notre travail là-dessus et on a gagné. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai mis des petits dossiers, certains conséquents et d'autres petits fascicules sur la table d'entrée qui parlent de cette question, de cette notion du devoir de vigilance et donc du respect des droits humains dans le monde de l'entreprise. Voilà.
Et alors, pourquoi je désespère pas? Et pourquoi tu désespères pas? Parce que... Alors, la réponse n'est pas si évidente. Avoue, Mais t'as quand c'est une même- question qu'on me pose souvent. T'as des coups de mou parfois. J'ai bien sûr des coups de mou de temps en temps. Ce qui me fait tenir, je pense, depuis longtemps, c'est la patience, d'une certaine façon. C'est de voir que, à force d'acharnement, on finit par obtenir des victoires. Je viens de parler du devoir de vigilance, qui va vraiment, qui va pas tout changer, mais qui va enfin imposer aux entreprises de rendre des comptes. Et sans vouloir faire démago, en fait, c'est des soirées comme ça aussi. Parce que je pense que ce qui nous fait tenir, et je reviens sur action individuelle, action collective, action citoyenne, c'est qu'on n'est pas tout seul à se poser ces questions-là. Et ce qui me donne du plaisir à travailler là où je travaille, vous savez que le CNCD 11-11-11, on ne l'a pas longuement présenté, mais c'est avant tout une coordination. Notre mission principale, c'est de coordonner sur différentes missions. Cette bagarre pour tisser du lien tout le temps, entre les luttes. Et c'est pour ça qu'on était place de Luxembourg ce matin. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est ça, moi, qui me donne de l'espoir, c'est de me dire, en fait, si on s'acharne, si on ne se laisse pas faire, je pense que le monde peut basculer. Je pense qu'on est aujourd'hui à l'aube d'un basculement qui présente des menaces, mais qui présente des opportunités aussi. Le néolibéralisme, je pense qu'il est épuisé. Et nos adversaires vont tout faire pour le faire durer. Et je pense qu'il y a la menace qui soit remplacée par bien pire que ça. Regardez les sondages en Europe où les extrêmes risquent d'exploser. Mais je pense que ça peut passer. Je pense vraiment que ça peut partir dans l'autre sens, mais que ça nécessite qu'on fasse entendre ce message de réconciliation. Et je reviens sur les agriculteurs, même si ce n'était pas le thème de la soirée, qui est ce message de dire le problème n'est pas, pour citer cet exemple-là, le problème n'est pas entre l'agriculture et la nature. Le problème, c'est un système extractiviste qui a épuisé le monde agricole, qui a épuisé la terre pour les bénéfices de quelques-uns, qui sont les grands semenciers, qui sont les transformateurs, qui sont les grands distributeurs, etc. Si on arrive à unir les agriculteurs, les mineurs, les pêcheurs, les consommateurs, et triste à chaque fois, je pense qu'on peut faire basculer les choses et qu'en tout cas, le rapport de force qu'on a créé ces dernières années a permis déjà des changements. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'essouffle. Et donc, merci pour cette soirée-ci qui m'a donné un peu de souffle. Merci. Ah, il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça se termine. Alors, hein? Il a à peine moins le quart. Allez, je vais jusque-là. Une dernière question. Un dernier avis, remarque, ressenti, ce que tu veux. Merci. Déjà, merci pour ce résumé global, super intéressant. Et merci aussi d'avoir dit que ça ne se limite pas aux actions colibri, super important de le répéter. Mais en fait, il y avait 2-3 éléments techniques et de langage sur lesquels je voulais revenir pour tout le monde, pour que chacun ait ça en tête. On a entendu que les terres rares ne sont pas rares. En fait, il faut faire gaffe avec ce vocable-là, parce que c'est ce que les géologues pro-miniers disent. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que les terres rares, tout comme les autres métaux, sont tous rares, en fait. Il faut savoir qu'on parle de rendement de quelques dizaines de grammes à quelques grammes par tonne de roche extraite, que ce soit des métaux très très rares ou des métaux moins rares. Mais en fait, tous les métaux sont rares, donc ça c'est vraiment super important. Et on a parlé aussi de la criticité des métaux, et ça mérite vraiment un point d'attention particulier, parce que le terme de criticité des métaux, il est très variable selon les usages de la société. Et donc c'est quelque chose qui est très volatile selon ce qu'on en fait comme usage, et ce qui est très très interpellant, c'est qu'en ce moment, les plans de transition de l'Europe qui sont liés au Green Deal, au Pacte vert européen, à aucun moment dans le Pacte vert, il n'est fait mention d'une diminution de la demande. C'est-à-dire qu'on nous vend un plan de développement technologique et vert, etc. pour la transition sans carbone, ok, mais en fait, il n'y a aucune mention de la diminution de la demande. C'est-à-dire que là, on va vers un extractivisme massif au nom de la lutte contre le réchauffement climatique sur base de cette criticité qui est très, très variable. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Et enfin, sur les plans de l'Europe, sachez aussi, ça c'est un point d'attention qui vient d'être mis en évidence par des Français il y a à peine un mois, c'est que les plans de transition européens ne se basent sur aucune étude scientifique pour assurer
que les suivre amènerait in fine à une diminution du CO2. C'est-à-dire que là, on nous vend un rêve industriel finalement, mais vous pouvez chercher, il n'y a pas d'études scientifiques qui appuient ce narratif. Donc ça, c'est très important parce qu'on nous vend la lutte contre le réchauffement climatique, le CO2 qu'on va diminuer avec le tout à l'électrique, etc. Mais en fait, si on calcule tout ce que ça va coûter en extractivisme, en transformation de matière, toutes ces technologies, etc., eh ben en fait, il n'y a aucun scientifique qui est capable de fournir une étude qui va assurer qu'on va gagner sur le plan climatique. Donc voilà. Et enfin, je serais quand même plus... mais non, c'est un truc important. Et je serais un peu plus retenant sur le devoir de vigilance, parce qu'il a été démontré par des associations comme Systext et Aurore Stéphane, notamment que devoir de vigilance dans le secteur minier, c'est du bullshit. Il n'y a personne qui suit ça, parce qu'il n'y a aucun État, aucune entité qui est capable de maîtriser les acteurs miniers tellement ils sont puissants. Donc en fait, c'est des intentions, mais qui ne sont rarement suivies par les faits. Et enfin, le Fairphone, voilà, il y a des interviews de la sous-directrice de Bas Van Abel qui annonce qu'ils ne sont pas capables de tracer les métaux parce qu'en effet, ça rentre dans des filières globales. Et donc, en fait, il y a, oui, quelques éléments qui sont fair, mais en fait, c'est le Fairphone en lui-même et tous les usages, QR code, etc., qu'il faudrait questionner, et le numérique en général. Voilà, c'est tout ce que je voulais compléter. Merci beaucoup. Moi... Alors, il ne faut pas que tu partes sans venir discuter avec les organisateurs, hein, parce qu'on va peut-être te reprendre pour les prochaines soirées, notamment pour des moments de conclusion et on relève les points d'attention. Hein? Ah, vous êtes des domineurs. Ok, ben voilà. Donc, voilà. Monsieur fait partie d'un collectif citoyen qui s'appelle les Domineurs et seront intervenants à la prochaine séance, notamment sur la question de l'extraction minière en Wallonie. Voilà, bah c'est très bien de vous être présenté. Merci. Peut-être que tu as envie de réagir ou pas du tout? Non, moi je ne prétendais pas à l'exhaustivité. Je suis assez d'accord avec plusieurs des apports et des nuances qui ont été mises. Donc, alors, on peut en discuter plus longuement, mais j'ai pas envie de relancer. Je regarde les jeunes. Il y a encore quelqu'un qui a envie de poser une question. J'y vais? Une petite question, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que ça se fait qu'on est en train de tirer la sonnette d'alarme pour le moment, alors que dans les années 70, on aurait déjà dû se rendre compte que le problème était imminent. Oui. Donc ça, on peut poser la question. On peut poser la question plus générale sur toutes les limites planétaires. Donc, les rapports scientifiques disaient sur la plupart des limites planétaires à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais on a ajouté de la précision. C'est-à-dire qu'au cours des 20-30 dernières années, la science a avancé, elle a amené des preuves supplémentaires, elle a eu plus de capacité à expliquer, mais la question des limites, tout autant qu'elle soit, était pour la plupart déjà expliquée à l'époque. Le problème, c'est vraiment celui de la logique productiviste. Et donc, cette logique productiviste, elle est alimentée par les grandes industries, sans aucun doute, mais il faut quand même qu'on reconnaisse qu'elle est aussi profondément ancrée dans notre culture. Et que donc, il a été extrêmement difficile de faire entendre ce message. Et évidemment, alors il y a quelqu'un qui a posé la question de la publicité joue un rôle abominable là-dedans. Et aujourd'hui, quand on impose, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a imposé à la RTBF d'arrêter de mettre de la pub juste pendant la matinale, ça crée un tollé. Enfin, je sais pas, vous vous souvenez, dans les années 80, il n'y avait pas de publicité commerciale à la RTBF. Hein. À aucun moment, ni à la télé, ni à la radio. Donc, une société peut vivre sans la publicité commerciale. Et donc, la publicité nous impose une culture et un modèle consumériste qui joue sur le productivisme, mais nous sommes des victimes consentantes. Je pense qu'il faut qu'on l'admette. Alors moi, je vous propose, moi, je reste. Hein. Voilà, de continuer de manière informelle. C'est-à-dire qu'on va clôturer ce moment officiellement, mais que Nicolas reste avec nous. Il n'y a plus de train, de toute façon. Hein, il est pris en otage. Je suis coincé là. Et donc, voilà. Merci en tout cas pour votre écoute, pour votre participation. J'espère que cette soirée vous a donné le goût de revenir à la prochaine. C'est donc le jeudi 29 février.
Ça sera sur la Wallonie précisément, avec monsieur qui fait partie des domineurs. Et puis, il y aura le jeudi 28 mars, où là, on va reprendre un peu de mondialisation et de localité avec 2 personnes qui vont venir nous parler de leurs expériences au Congo, comment ça se passe, pas seulement au Congo, n'est-ce pas? Il y avait qui? Fabien Abimana, Afrique de l'Ouest, Michael Franzen, chargé de plaidoyer à la commission justice et paix. Peut-être que nous aurons notre collègue Sabine qui a un bureau permanent à Kinshasa et qui va peut nous en parler. Et puis Amandine Henry, elle est locale. Elle est chargée d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, entraide et fraternité. Et elle a été voir sur place comment ça se passait. Et c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément expert, qui est une citoyenne engagée de par son métier, qui vient nous relater pendant 15 minutes, ben voilà moi ce que j'ai vu. Oui, elle est locale, elle est de Florenville. Et puis donc le 25 avril, eh ben voilà, mettre frein à cette frénésie des ressources minières. Et donc là, ça sera avec Géraldine Duquesne, qui est conseillère en formation et prospective chez Etopia. Ça sera avec Éric Pirard, ingénieur en géoressources mines à l'ULiège, et Arnaud Zachary, secrétaire général du CNCD 1111. Et donc, si vous avez un goût de trop peu, si vous n'avez pas réussi à avoir des réponses à vos questions, peut-être qu'avec les prochaines soirées, eh bien, vous pourrez en obtenir. Merci beaucoup.